On ne devrait pas imposer de matière. Il devrait y avoir des cours de tout. Il devrait y avoir des cours de cuisine. Il devrait y avoir des cours de nutrition parce que c'est important. La nutrition, c'est la base de tout. L'alimentation, c'est la base de tout. Il devrait y avoir des cours de business. Comment faire de l'argent? Comment prendre l'argent qu'on a actuellement? Comment prendre 1000 euros et les transformer en 15 000 euros? Comment? Mais il n'y a pas ce genre de cours. On ne nous apprend pas à faire de l'argent. On ne nous apprend pas à être indépendant. Il devrait y avoir des cours de tout. Il devrait y avoir des cours de bien-être, il devrait y avoir des cours de yoga, il devrait y avoir des cours de spiritualité, il devrait y avoir des cours de connexion cosmique. Il faut changer. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, le système scolaire soit le même qu'il y a 100 ans. Ce n'est pas normal. En fait, le système scolaire, pour moi, est très mal ficelé. Il faudrait pour moi qu'il soit revisité. Mais après, c'est toujours vraiment complexe de développer un système parfait. Ça n'existera jamais. Il y aura forcément des défauts. Dans chaque système, il y a des défauts. Maintenant, c'est à chacun d'essayer de prendre le bon de celui-ci. Alors oui, le système n'est pas bon, mais c'est important de comprendre le système et d'essayer de faire avec et de s'adapter. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du système scolaire français. Je vois de plus en plus de youtubeurs sur internet dire que l'école dysfonctionne, que l'on n'apprend pas à générer de l'argent, que l'on n'apprend pas à penser par soi-même, que l'on n'apprend pas la connexion cosmique ou la danse des claquettes pendant qu'on y est. Et donc Kylian Sensei, permets-moi de te donner une pilule rouge. L'école ne dysfonctionne pas. Elle fonctionne parfaitement. Mais pour ce faire, encore faut-il comprendre son objectif principal. Nous avons besoin de nous référer au protocole de Lisbonne. Ce protocole vous est probablement inconnu, mais il y a un ouvrage vraiment majeur sur la question, ou deux ouvrages plutôt, notamment écrits par Jean-Paul Brielli. Donc le premier s'intitule « La fabrique du crétin, vers la mort programmée de l'école », sorti en 2005, et le second « La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire », sorti en 2022. Et donc concrètement, qu'est-ce que le protocole de Lisbonne? Donc le protocole de Lisbonne a vu le jour en 2000, notamment lorsque une quinzaine d'États membres de l'Union européenne se sont rassemblés au Conseil européen de Lisbonne. Et donc l'objectif était principalement de définir les axes majeurs, donc sur le plan économique, politique, etc., à mettre en place dans les années à venir. Et donc je cite Jean-Paul Brielli dans un article du Point, sorti en 2014, que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui dit au sujet du protocole de Lisbonne: « Il s'agissait de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, sur le modèle du système américain, dont on avait alors l'impression qu'il était le plus performant au monde. » Donc en fait, dit autrement, eh bien, il ne s'agit plus de former l'ensemble d'un peuple, mais de dissocier la nation en une petite élite oligarchique et une masse de consommateurs. Et donc c'est ce qui fait dire à Brielli qu'effectivement, pour qu'un système survive, eh bien, il faut 10% d'élite et 90% de consommateurs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, nous sommes entrés dans un système de consommation. Et donc, c'est seulement une fois que l'on est en mesure de comprendre ce dont le système a besoin, que l'on est en mesure de déterminer si oui ou non l'école fonctionne. Et donc là, soyons clairs tout de suite. Vous savez, c'est le principe darwinien, c'est-à-dire qu'un organisme ne fait rien contre sa propre sécurité. L'objectif d'un organisme, c'est de survivre. Donc le fait que l'école actuelle ne change pas réellement prouve que l'école fonctionne. On entend souvent, et c'est d'ailleurs ce que dit plus ou moins Alex Hitchens dans sa vidéo, c'est que c'est un sujet complexe, qu'il y a beaucoup de choses à faire, que c'est presque impossible à réaliser. Mais ça, c'est ce qu'on dit aux naïfs.
Vous avez bien vu ces 2 dernières années que le système, que l'État a été en mesure de confiner 67 millions de personnes et de les convaincre de porter un masque lorsqu'ils étaient debout et de l'enlever lorsqu'ils étaient assis. Encore de signer une attestation pour montrer patte blanche et montrer qu'effectivement ils vont bien à la boulangerie. Donc au vu des mesures récentes qui ont été prises à l'égard des Français, c'est vraiment être naïf de croire que le système, que l'État n'est pas capable de changer le système ou de réformer l'école. Et d'ailleurs, depuis toujours, l'école a été le premier instrument permettant au système, permettant à l'État de survivre et de se conformer à ses objectifs. Par exemple, sous le Premier Empire, donc au début du XIXe siècle, avec Napoléon, l'objectif est de créer une élite. Une élite, donc de juristes, de futurs préfets, de militaires, qui vont pouvoir appuyer son projet. Il va créer les lycées, il va remettre au goût du jour le baccalauréat, etc., etc. Pour ce faire, vous pouvez lire les excellents ouvrages de Thierry Lenz, notamment le dernier que j'ai lu qui s'intitule « Pour Napoléon » et qui est une excellente introduction à l'Empire et à l'Empereur. Un peu plus tard, donc fin du XIXe siècle, quel est l'objectif du système ? Eh bien, rappelez-vous, en 1870-1871 a lieu la guerre contre la Prusse. Et donc l'État français savait qu'un jour ou l'autre il y aurait une revanche, en l'occurrence la Première Guerre mondiale. Lorsque Jules Ferry rend l'école obligatoire en 1882, eh bien l'objectif du système, sachant qu'il va y avoir une revanche, quand on ne sait pas encore, c'est bien de se préparer dans l'objectif de survie, encore une fois darwinien. Et donc fin du XIXe siècle, on va commencer à créer des patriotes, notamment des individus serviables et corvéables à merci qui vont être prêts, en mesure de se sacrifier, de se tuer pour la patrie. Et donc pour ce faire, je vous incite à lire par exemple les ouvrages, en tout cas ce qu'on donnait à manger aux élèves de primaire. Eh bien en primaire, vous aviez notamment le Ernest Lavis, au niveau de l'histoire. Eh bien ici, je peux vous dire que, pour l'avoir lu moi-même, il y a quand même une visée patriotique. L'histoire de France y est glorifiée. Dès le début, le livre commence avec les Gaulois, donc il y a vraiment une envie d'insister sur la longévité de la France, sur le fait qu'on ait des racines en commun, etc., etc. Donc en fait, quand vous distillez tout ça dans l'esprit des jeunes générations, eh bien, une fois qu'ils auront 17-18 ans, eh bien, croyez-moi qu'ils ont envie de se battre et de mourir pour la France. Mais aujourd'hui, de quoi l'État a-t-il besoin pour survivre ? Eh bien, l'État a besoin d'exécutants, a besoin de crétins. Il a besoin d'individus dépourvus d'esprit critique. Il a besoin d'une masse d'individus manipulables, capables et prêts à voter pour le candidat dont le système a besoin. Et donc en ce sens, Kylian Sensei n'a pas tort lorsqu'il dit que l'école crée des individus qui vont toucher le SMIC, que c'est à l'école que l'on apprend le conformisme, l'obéissance apprise. Eh bien oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. Mais là où Kylian Sensei se trompe, c'est que tout ça est voulu. C'est justement la preuve que l'école fonctionne. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que cela se matérialise au sein de l'éducation nationale, dans les classes? Eh bien c'est simple. Dès l'école primaire, on va détruire ce qui permet la pensée, c'est-à-dire le langage.
Et donc je vous invite à écouter une excellente vidéo du précepteur sur 1984, dans laquelle il montre que c'est justement le langage qui nous permet de penser. On ne peut pas penser à quelque chose qui ne fait pas partie de notre langage. Donc si je réduis votre vocabulaire, eh bien, je réduis votre capacité à penser. Donc c'est comme ça que dans les écoles primaires, nous sommes passés de l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique à la méthode globale. Que progressivement, on a décidé que les dictées étaient beaucoup trop fascistes, trop exigeantes, qu'elles pouvaient même détruire la confiance de l'enfant, et vous voyez bien que, à chaque fois, les réformes qui ont eu lieu sont toujours sous couvert de bons sentiments. C'est pareil lors de l'apprentissage du calcul. Lorsque l'on était un enfant dans les années 90 et avant, on apprenait à diviser avec la méthode euclidienne. Aujourd'hui, on apprend avec une espèce de méthode où on va soustraire, alors c'est assez difficile à expliquer comme ça, mais on va soustraire de manière successive. Donc par exemple, pour faire 12 divisé par 4, eh bien on va faire 12 moins 4, moins 4, moins 4, égale 0. Et donc on va voir qu'il y a 3 fois le chiffre 4. Donc 12 divisé par 4 égale 3. Et donc à ce rythme-là, essayez de diviser 1275 par 7. Je peux vous dire que demain on y est encore. Et donc lorsqu'on se base sur les différents rapports PISA, qui permettent d'évaluer l'acquis des élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques, en sciences, eh bien on se rend compte d'une chose, eh bien on remarque qu'il y a environ 20% d'élèves en grande difficulté de lecture à la fin de l'école primaire. Et que parmi ces 20%, un garçon sur 3 n'atteint pas le niveau de compétence en compréhension de l'écrit, considéré comme un minimum à atteindre pour réussir son parcours personnel. Et donc ça, ce sont des chiffres qui datent de 2012. Imaginez-vous aujourd'hui, en 2020-2022. Mais tout ça n'est que la preuve que le système fonctionne. Moins de vocabulaire, moins de capacité pour penser, moins d'esprit critique, et donc on va avoir une masse d'exécutants. Et aujourd'hui, de toute façon, les métiers à pourvoir sont dans le tertiaire, Deliveroo, Uber Eats, etc., etc. Et surtout, il faut une masse qui n'est pas capable de se soulever. Et peut-être qu'à un moment donné, on va supprimer le mot révolution des esprits, et comme ça, eh bien, ils ne pourront même pas concevoir ce qu'est une révolution. On va supprimer le mot esclavage des esprits, et la masse ne sera pas capable de concevoir ce qu'est l'esclavage. Et ensuite, eh bien, vient le temps du collège et du lycée, et là on entre dans une grande pièce de théâtre. Pièce de théâtre, notamment depuis 1975, et la loi Abi, la loi du collège unique. Donc qu'est-ce que le collège unique? Eh bien, avant 1975, donc probablement tous ceux qui m'écoutent n'ont pas connu ces temps, eh bien, au sortir de l'école primaire, vous aviez différentes options. Par exemple, vous pouviez entrer directement au lycée, ou à ce qu'on appelait l'école primaire supérieure, ou encore l'école nationale professionnelle, etc., etc. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Aujourd'hui, vous avez été à l'école primaire, et ensuite vous êtes rentré au collège, en 6e. Ce qui fait que l'on a réuni dans des classes des élèves au niveau hétérogène, qui n'avaient pas le même niveau. Et encore une fois, sous couvert de bons sentiments, c'est-à-dire que l'idée c'était de proposer aux meilleurs élèves de servir de locomotive et d'aider les élèves les plus faibles. Mais concrètement, eh bien, ça rend la tâche de l'enseignant impossible. Comment voulez-vous enseigner par exemple les mathématiques lorsque vous avez des élèves qui maîtrisent à peine le calcul de base, donc les 4 opérations de base, addition, soustraction, division et multiplication,
et d'autres qui ont un niveau beaucoup plus avancé. Eh bien, vous jouez un rôle, vous faites semblant de transmettre des savoirs, vous tapez entre les deux, ce qui fait que ceux qui sont très bons vont s'ennuyer, et ceux qui de toute façon sont largués vont rien comprendre. Pareil ensuite dans l'apprentissage des langues. Il faut bien comprendre que tout ça n'est qu'une pièce de théâtre. Comment voulez-vous apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand dans des classes avec 25, 30, 35 élèves? Ça ne fait aucun sens. Si vous aviez des enfants et que vous aviez le choix entre donc pour inscrire vos enfants dans des groupes afin de pratiquer une langue, d'apprendre une langue étrangère, eh bien si vous aviez le choix entre des groupes de 5 à 7 élèves et des groupes de 30, qu'est-ce que vous feriez? À aucun moment vous n'inscririez vos enfants dans les groupes de 30. Et je peux vous dire que moi, même si c'était gratuit, je ne les inscrirais pas. Et donc tout ça n'est qu'une vaste farce, une espèce de garderie dont l'objectif principal est de permettre aux parents d'aller travailler. Et en plus de ça, eh bien il faut conserver l'illusion. C'est pour ça qu'on maintient le bac, qu'on maintient les conseils de classe, etc., etc. Tout ça n'est qu'une pièce de théâtre, une supercherie. Et donc en ce sens, eh bien, effectivement, pourquoi ne pas étudier la connexion cosmique? Très bien, mais croyez-moi, si vous voulez vous en sortir, l'objectif principal, c'est de revenir aux bases, savoir écrire correctement, améliorer son vocabulaire, avoir une certaine culture générale, être en mesure de penser par soi-même, et ensuite, une fois que vous aurez acquis des fondations fortes, eh bien, vous verrez qu'il sera facile pour vous de vous adapter aux changements actuels. Et d'ailleurs, l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est d'aider ces jeunes qui sont principalement perdus. Alors pour ma part, j'ai travaillé au sein de l'éducation nationale, donc je sais de quoi je parle, et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient perdus, qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui ne savaient pas, qui avaient peur de l'avenir. Bref, des jeunes hommes sans but, sans culture, sans force, sans caractère, sans volonté de vivre, sans énergie, sans virilité. Des individus voués à errer dans l'adolescence toute leur vie, ni tout à fait ados, ni tout à fait adultes. Et c'est de ça dont vont se servir les experts en séduction, notamment, alors que le fond du problème, si vous avez suivi ou vu les vidéos de l'Observateur notamment lorsqu'il parle de l'hypergamie, c'est-à-dire qu'une femme va toujours être attirée par sa meilleure option, et que si vous êtes en bas de l'échelle sociale, eh bien vous n'avez pas accès aux femmes. Et donc l'école vous confine en bas de l'échelle sociale, puisqu'elle a besoin de 90% de consommateurs, d'exécuteurs qui vont aller pédaler sur des Deliveroo. Et donc lorsque les experts en séduction vous divertissent et vous poussent à passer des après-midi entières à dragouiller des gonzesses, eh bien je peux vous dire que vous perdez votre temps. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est votre situation. Peut-être que vous vivez encore chez vos parents. Vous n'avez pas assez de revenus. Vous manquez de confiance en vous. Vous n'avez pas de vision à long terme. Bref, vous végétez en bas de la pyramide sociale. Et croyez-moi, une fois que vous allez monter progressivement les marches de l'échelle sociale, eh bien les filles, ça ne sera plus un problème. Elles vont venir d'elles-mêmes. Vous n'aurez pas à regarder des vidéos pour savoir comment faire un premier date, qu'est-ce que je dois dire à un premier date, qu'est-ce que je dois dire à une femme pour l'aborder, etc., etc. Tout ça, c'est de la perte de temps. C'est pas ça votre problème. Bref, pour conclure, je pense quand même que Alexis Chance et Kylian Sensei sont honnêtes lorsqu'ils vous disent ça. Je pense pas qu'ils vous mentent de manière intentionnelle. Il ne faut pas oublier qu'ils sont le produit de ce système. Ils sont le produit de ce que Jean-Paul Breguely appelle la fabrique du crétin. Et si leurs intuitions sont plutôt intéressantes, eh bien leur analyse
est complètement à côté de la plaque. Et pour finir, j'aimerais lire cette citation qui est tirée de l'ouvrage de Brielli, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Je cite, ouvrez les guillemets, « L'école est devenue une matrice dont tout l'effort vise à produire des consommateurs et des travailleurs instables, peu formés et dotés d'un instinct critique d'huître, mais susceptibles d'accepter n'importe quelle tâche, pourvu qu'elle leur permette de regarder la télévision le soir en consommant des nourritures molles. » Fin de la citation.